instrument de vanité. Si vous voulez comprendre, vous devez accepter de ne pas contrôler. Julien hocha la tête, lentement. Nous pouvons accepter. Mais nous avons besoin d'une preuve que vous dites vrai. Une preuve qui ne soit pas un sermon. Ngüyé réfléchit. Elle avait appris, dans sa vie de bibliothécaire, que les gens croient ce qu'ils peuvent toucher. Pas forcément avec les mains. Avec quel esprit? Je vais vous montrer, dit-elle. Mais pas la collection. Je vais vous montrer ce que le temps fait à une personne quand elle joue trop. Elle désigna le mur du couloir, celui qui, dans un autre futur, devenait une porte. Je suis déjà changé, dit-elle. Et vous aussi. Regardez vos propres yeux. Vous venez d'une obsession. Vous avez faim de corriger le monde. C'est une faim dangereuse. Et l'éducation, c'est apprendre à nourrir sans dévorer. Luang fit une petite moue. J'y aime bien cette phrase, murmura-t-il, mais je préfère quand l'éducation inclut du thé. Bang, malgré lui, sourit. Ce sourire, mince et fragile, fit quelque chose à Ngüyé. Elle se rappela soudain qu'elle n'était pas un mécanisme. Qu'elle était une femme. Et qu'une femme a le droit, même dans un drame temporel, de ressentir une tendresse. « Vous avez du thé » demanda Ngüyé à Bang, avec une douceur inattendue. Bang cligna des yeux, comme si on lui avait demandé son métier dans un tribunal. « Toujours, dit-il. C'est ma manière de ne pas devenir fou. »« Alors nous allons boire du thé » dit Ngüyé. « Et ensuite, on fera quelque chose de très révolutionnaire. On va écrire un protocole. » Julien eut l'air confus. « Un protocole. » « Oui, dit Ngüyé. »« Un document? » ?»« Une charte. »« Des règles de passage. »« Qui peut ouvrir, quand, pourquoi? » Et surtout, comment refermer sans effacer la conscience? Luang eut un petit rire. « Ah, enfin une idée normale, dit-il. Dans cette nuit, je commençais à croire que personne ne respectait la paperasse. » Chapitre 32. Ils se retrouvèrent dans une petite pièce de stockage qui sentait le bois humide et l'encre ancienne. Luang avait insisté pour choisir une salle avec une table, car il avait une foi presque mystique dans le pouvoir des tables à calmer les disputes. Bang avait préparé du thé dans une bouilloire cabossée, et, pour une raison que personne ne comprit, cela donna à la scène l'air d'une réunion de famille. Ngüyé avait ouvert le registre, mais elle n'en montrait pas les pages les plus sensibles. Elle en montrait le style, la discipline, la façon dont CM écrivait comme un homme qui savait que chaque phrase pouvait devenir une grenade ou un pont. Julien et Thomas observaient avec avidité, mais aussi avec une retenue nouvelle. Ils avaient cessé de regarder Bang comme un objet. Et Bang, de son côté, cessait peu à peu de se voir comme une victime. Ngüyé prit un crayon, un simple crayon de papier, et commença à écrire sur une feuille vierge qu'elle trouva dans un carton de formulaire. Titre, dit-elle. Protocole du silence actif. Luang leva la main. Je vote pour protocole du ZE, dit-il. Bang éclata d'un rire bref, surpris de s'entendre rire. Ngüyé leva les yeux, et ce rire lui fit l'effet d'une fenêtre qui s'ouvre. Le thé sera dans l'annexe, dit-elle. Elle écrivit les premières règles en français, car c'était la langue du registre et la langue qui, ici, faisait office de pont entre des mondes. Première règle. La porte n'est pas un droit, mais un prêt. Elle n'est pas une possession. Deuxième règle. Toute ouverture doit avoir un but éducatif, pas un but de domination. Comprendre avant agir. Observer avant modifier. Troisième règle. Aucun passage ne doit être fait seul. Le temps aime les solitaires, mais il les dévore. Thomas fronça les sourcils. Vous avez dit 100 chiffres, murmura Luang. Et vous venez d'écrire première, deuxième, troisième. Ce n'est pas un chiffre, mais je préfère prévenir. Ngüyé sourit. Elle corrigea en toutes lettres, avec une patience presque tendre. Règle première. Règle deuxième. Règle troisième. Julien s'appuya contre le mur.
Vous parlez comme une professeure, dit-il. Comme Ang, peut-être. Le nom de Ang vibra dans l'air comme une cloche intérieure. Nguyen s'immobilisa une seconde. Elle sentit un pincement, une nostalgie vive, mais aussi une force. Sa grand-mère était une absence qui continuait d'y enseigner. Ang disait que la vérité a deux jambes, dit Nguyen. Une jambe c'est la preuve. Et l'autre c'est la compassion. Si vous marchez sans compassion, vous boitez vers la violence. Si vous marchez sans preuve, vous tombez dans la légende. Bang, en versant le thé, demanda doucement. Et est l'amour, dans tout ça? La question était simple, mais elle avait le poids d'un monde. Julien et Thomas se regardèrent, comme si ce mot leur semblait interdit dans une salle où on parlait des ondes et de portes. Luang, lui, parut ravi. Ah, enfin, dit-il. Je savais que ça manquait. Et l'amour, c'est la seule chose qui ne se perd pas quand on change de siècle. On peut perdre son chapeau. On peut perdre son badge en lotus. Mais l'amour, non. Nguyen sentit ses joues chauffer. Elle but une gorgée de thé pour se donner un prétexte. Et l'amour, dit-elle, c'est la raison pour laquelle on ne doit pas corriger l'histoire comme on corrige une faute d'orthographe. Parce que l'histoire est faite de gens. Et les gens ne sont pas des lignes qu'on gomme. Les gens sont des vies. Bang la regarda. Et dans ses yeux, il y avait une admiration timide, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le temps. Quelque chose qui était, au contraire, très présent. Alors, dit Bang, si on suit vos règles, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nguyen posa le crayon. Maintenant, dit elle, nous refermons le piège. Les chronos ne doivent plus pouvoir suivre une fréquence comme on suit une odeur. Nous allons brouiller la trace. Julien et Thomas se redressèrent. Comment? Nguyen tapota le registre. Le registre est une antenne, dit elle. Mais toute antenne peut être mise en mode silence. Il suffit d'une chose que les machines ne comprennent pas bien. Une intention cohérente. Luang toussa, comme si le mot intention était trop philosophique pour ses poumons. Je comprends, dit-il. Il faut être sérieux. Exactement, répondit Nguyen. Et c'est pour cela que je vais vous demander quelque chose de très difficile. Elle regarda Thomas, puis Julien. Vous allez vous excuser. Pas à moi. Autant. Les deux jeunes hommes restèrent muets. Bang, lui, posa sa tasse. Je peux le faire aussi, dit-il. Pour mon oncle Locke. Pour C.M. Pour tous ceux qui ont caché des choses par peur. Luang leva sa tasse comme un toast. Et pour moi, dit-il. Parce que j'y ai gardé des portes toute ma vie sans savoir à quel point elles étaient vivantes. Ils se levèrent. Ce ne fut pas un rituel mystique. Ce fut une minute de silence. Un silence choisi, partagé, presque tendre. Dans ce silence, Nguyen sentit le sous-sol se calmer. Comme si le béton, le bois, et l'horloge elle-même écoutaient. Puis elle prit la seconde unite, le petit cylindre de bronze, et le posa sur la table. Nous n'allons pas rouvrir la porte, dit-elle. Nous allons la convaincre de dormir. Et nous allons apprendre à vivre avec ce sommeil. Julien demanda, d'une voix basse. Et le professeur en. Nguyen sentit son cœur se serrer. Elle se rendit compte qu'elle ne savait pas où était dans cette ligne. Elle avait vu l'absence, le diapason brisé, la suit. Et elle avait fui. Je le retrouverai, dit-elle. Et cette fois, je ne le laisserai pas seul avec la folie. Bang la regarda, et son regard disait sans mots qu'il voulait l'aider, pas parce qu'il était une clé, mais parce qu'il était un homme qui choisissait d'être présent. Chapitre 33. Le lendemain, la lumière de Hanoï filtra jusque dans les couloirs, comme une poussière d'aurore. Nguyen avait l'impression d'y avoir vieilli d'1 an en une nuit, et pourtant, elle marchait plus léger. Elle avait fait quelque chose de rare. Elle avait transformé une menace en conversation. Luang l'accompagna jusqu'à l'escalier.
Il marchait comme un homme qui vient de découvrir que son métier est plus grand que lui. Mademoiselle Nguyen, dit-il, je ne sais pas ce que vous êtes exactement. Une archiviste? Une ombre? Une visiteuse? Mais je sais une chose. Vous avez remis de l'ordre dans un désordre qui me faisait peur. Nguyen s'arrêta. Luong, dit-elle, vous avez fait la chose la plus héroïque possible. Vous n'avez pas frappé. Vous avez parlé. Luong rougit, presque offensé. Je parle toujours, dit-il. Mais des habitudes, personne n'écoute. En haut, Bang attendait. Julien et Thomas aussi, plus discrets, sans leur tenue sombre, comme s'ils avaient compris qu'un uniforme n'est pas une identité. Bang tendit à Nguyen une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est, Une lettre, dit Bang. Pour An. Si nous le retrouvons, il doit savoir que vous êtes vivante. Et qu'il n'est pas seul. Nguyen prit l'enveloppe. Ses doigts frôlèrent ceux de Bang, et ce simple contact fit monter en elle une émotion douce, presque gênante. Elle détourna légèrement les yeux, et Bang fit semblant de regarder ailleurs, mais ils avaient tous les deux senti la même chose. Une petite vibration qui n'avait rien à voir avec l'horloge. Nguyen inspira. Elle se rappela sa vie d'avant, ses journées réglées, son thé à heure fixe, son amour du silence. Et elle comprit que le silence qu'elle aimait n'était pas l'absence du monde. C'était la paix du cœur. Et cette paix, étrangement, pouvait coexister avec une aventure. Nous allons chercher An, dit-elle. Mais d'abord, nous allons faire une chose très éducative. Nous allons ranger. Julien cligna des yeux. Ranger. Oui, dit Nguyen. Les chronos ont laissé des traces. Et les traces attirent les catastrophes. Le temps est comme une bibliothèque. Si vous laissez des livres au sol, quelqu'un trébuche. Luong sourit, fier. Voilà une vérité universelle, dit-il. Ils descendirent tous ensemble. Ils ramassèrent les morceaux du diapason, les fils, les tubes, les boîtes. Ils ne le faisaient pas comme des conspirateurs pressés, mais comme des employés consciencieux. Cela rendait la scène presque comique. Une équipe de voyageurs temporels agenouillés, soufflant sur la poussière, triant des vis, comme si le destin dépendait d'une étiquette bien collée. Et peut-être que c'était vrai. Quand tout fut nettoyé, Nguyen posa la seconde unité dans une boîte en bois et la confia à Luong. « Vous la gardez, dit-elle. Pas parce que vous êtes un gardien de nuit. Parce que vous êtes un gardien de règles. » Luong déglutit. « Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. » Nguyen posa une main sur son épaule. « Personne ne l'est, dit-elle. C'est pour ça qu'on écrit des protocoles. » Bang, lui, prit le registre, mais Nguyen secoua la tête. « Pas encore, dit-elle doucement. Le registre reste avec moi. Tant que An n'est pas en sécurité. » Bang hocha la tête, respectueux. « Alors je marche avec vous, dit-il. » Nguyen sentit son cœur faire un petit saut, ridicule et heureux. « D'accord, dit-elle. Mais je vous préviens. Je suis une femme de silence. Je parle peu. » Bang sourit. « Parfait, dit-il. Moi, je parle au thé. » Ils sortirent ensemble. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, Nguyen se surprit à penser que, peut-être, l'amour n'était pas un accident dans sa vie. Peut-être que l'amour était une forme des archives aussi. Un lieu où on conserve